Donc, bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Donc, comme il a été mentionné, l'objectif de l'étude était de déterminer l'influence du débit de ventilation au niveau de l'exposition aux aérosols dans 2 unités de bronchoscopie. Quelle est la tâche première d'un système de ventilation? Bien, un système de ventilation doit être en mesure de créer un microclimat acceptable dans l'espace ventilé. Donc, il y a des contraintes au niveau contaminant, maintenir la concentration des contaminants gazeux particulière à un niveau acceptable, humidité relative, température sèche, température de l'air, vitesse également, qui ne doit pas être trop élevée pour créer des conditions d'inconfort thermique, mais également qui doit être suffisante pour extraire efficacement les différents contaminants. Donc, on retrouve entre autres la norme HRI 55, HRI 62 au niveau des différents critères à respecter. Et tout ceci doit être fait en minimisant la consommation énergétique des systèmes de chauffage, ventilation et d'air conditionné. Donc, en particulier dans le secteur hospitalier, la ventilation, évidemment, l'objectif est d'assurer le confort des patients, du personnel soignant et des visiteurs, mais également prévenir les infections, c'est un élément très important, limiter les risques d'aérobiocontamination. Et dans le secteur hospitalier, il y a certaines pièces ou salles qui sont particulièrement à risque. Et dans ces salles, il faut évidemment limiter la concentration des particules aéroportées, virus, bactéries, l'accumulation de gaz dangereux, potentiellement explosifs, l'exfiltration des contaminants vers les autres pièces, comme par exemple les unités de bronchoscopie, ou l'infiltration pour d'autres types de pièces, comme par exemple les unités de soins intensifs, non indépendamment du type de pièce considéré. Donc, en particulier, dans le secteur hospitalier, les unités de bronchoscopie sont parmi les plus à risque pour la transmission de maladies infectieuses aéroportées. En fait, la bronchoscopie, qu'est-ce que c'est? Les interventions, en fait, consistent à insérer un bronchoscope qui est habituellement flexible, soit par le nez ou par la bouche du patient. C'est une procédure de visualisation des conduites respiratoires. Évidemment, c'est très intrusif. Ça crée un inconfort majeur au niveau des patients et ça provoque très souvent le réflexe de la toux. Et lors de la toux, des aérosols qui proviennent soit du nez ou de la bouche du patient se retrouvent effectivement dans l'air ambiant. Et ces bioaérosols peuvent contenir des micro-organismes pathogènes, mycobactéries, bactéries, virus ou même des moisissures. Donc, quelles sont les normes ou les règles de l'art au niveau de la ventilation dans les unités de bronchoscopie? D'abord, on a la norme HRI 170, ventilation d'un secteur hospitalier, qui recommande 12 changements d'air par heure pour les unités de bronchoscopie, dont 2 en air frais, 10 en recirculation. Pression différentielle négative, maintenue au niveau de la pièce. Ces recommandations sont reprises par le Center of Disease Control and Prevention, 12 changements d'air par heure, et l'American Institute of Architects, également 12 changements d'air par heure. Ce sont les recommandations qui sont reprises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, Société immobilière du Québec, au niveau de la ventilation des unités de bronchoscopie au Québec. Et Groupe CSA, quant à lui, recommande jusqu'à 20 changements d'air par heure. Mais peu importe les recommandations, que ce soit 12 ou 20 changements d'air par heure, on ne donne aucune indication sur la stratégie de ventilation de ces pièces-là. La question est légitime. Est-ce que imposer un nombre de changements d'air adéquat dans une pièce va garantir automatiquement une bonne qualité de l'air intérieur ou minimiser l'exposition à des bioaérosols dans une unité de bronchoscopie? C'est ce qu'on regarde ici. On peut se poser la question en regardant, par exemple, les résultats suivants où on a une cartographie bidimensionnelle d'un gaz contaminant, du toluène dans ce cas-ci, dans une pièce, en fait dans 4 pièces, tous identiques, tous ventilés avec un débit de 12 changements d'air par heure. Ce qui les différencie, c'est uniquement la stratégie de ventilation. Système numéro 1, système numéro 3, ventilation par mélange, avec des grilles de diffusion et de soufflage à des positions différentes. Système numéro 2, écoulement à flux laminaire. Je suis content de créer un écoulement unidirectionnel. Et système numéro 4, ventilation par le plafond, extraction au niveau du plancher. Donc, c'est qualitatif, mais on voit quand même des différences majeures en termes de concentration du contaminant pour un cas très simple. Donc, les unités de bronchoscopie à l'étude, un hôpital dans la région de Montréal, qu'on appelle unité étudiée, un volume de, si je me rappelle bien, 60 mètres cubes. Dans la pièce, la géométrie de la pièce correspond à l'unité réelle le plus fidèlement possible. On retrouve un médecin, infirmière, écran cristaux liquides qui permet de visualiser pendant les interventions les signes vitaux du patient. Évidemment, le patient qui est couché sur un lit. L'unité numéro 2, située dans la région de Québec, qu'on appelle unité contrôle, 70 mètres cubes, donc un peu plus importante en termes de volume. Les mêmes éléments, médecin, infirmière, écran cristaux liquides et quelques éléments de mobilier qui sont inclus dans la pièce. Donc, dans la salle étudiée, la ventilation se fait selon le principe de dilution, donc ventilation par mélange, par 2 diffuseurs à fente linéaires situés au plafond. Dans la salle contrôle, également, système basé sur le principe de dilution. Cette fois-ci, 2 diffuseurs carrés qui projettent l'air sur, non pas 360 degrés, mais 180 degrés, comme on peut le voir sur la figure de droite.
Donc, l'objectif consistait à modéliser, entre guillemets, un scénario typique d'intervention en bronchoscopie. Les discussions avec le personnel hospitalier nous ont permis de conclure que le temps variait considérablement selon le pneumologue qui fait l'intervention. Ça peut varier entre 10 et même 45 minutes. Donc, nous, dans notre étude, on a fixé un scénario de 20 minutes dans lequel se déroule l'intervention en bronchoscopie. Médecin, infirmière, métabolisme imposé de 120 watts. Au niveau du médecin et de l'infirmière, respiration 6 litres minute. Le patient couché libère 100 watts de chaleur. Et le scénario de contamination est déterminé simplement par 3 toux simulés au niveau du patient. Une première toux à 60 secondes, une deuxième à 120 et troisième toux après 3 minutes du début de l'intervention à 180 secondes. La toux est imposée au niveau de la bouche en faisant varier la vitesse d'écoulement de 0 à 25 mètres secondes dans un intervalle de temps de 0,1 seconde. Et ensuite, la vitesse d'écoulement redescend de 25 à 0 en une demi-seconde. Donc, ce profil de toux est tiré d'une étude menée sur 25 sujets, parce qu'on a fait des mesures par imagerie laser Doppler pour déterminer les vitesses d'écoulement typiques chez plusieurs patients. Donc, les débits de ventilation modélisés varient de 8 à 30 changements d'air par heure. Pour l'unité étudiée, ça se traduit par des débits de soufflage de 7,52 mètres cubes jusqu'à 28,2 mètres cubes minute. 2 modèles numériques au niveau du transport des aérosols, ce qui nous a conduit à effectuer environ une trentaine de simulations numériques pour nos différents scénarios. Donc, la résolution numérique des équations de transport qui régit la dynamique des fluides, transfert de chaleur, équation de transport du contaminant, nécessite la construction d'un maillage au niveau du code numérique, la discrétisation spatiale de notre domaine de calcul. Bon, il y a plusieurs essais qui ont été faits pour tenter de trouver un maillage optimal qui combine précision des résultats et temps de calcul raisonnable. Notre maillage final nous a conduit en discrétisation au niveau de l'unité contrôle autour de 1,8 million de nœuds, ce qui, malgré tout, exige typiquement 100 heures de calcul par simulation. On a fait des modélisations jusqu'à 3 millions de nœuds, 300 heures de calcul, et les résultats étaient très comparables à ceux obtenus à 1,8 million de nœuds. Donc, c'est, en guillemets, le maillage optimal là, qui combinait les contraintes en termes de précision et de temps de simulation. Première chose, au niveau d'un code numérique, déterminer est-ce que notre modèle reproduit finalement les conditions réelles de ventilation dans la pièce pour les 2 unités. Là, on a fait des tests, on en a parlé souvent ce matin, la technique du gaz traceur. On injecte un gaz traceur, dans ce cas-ci l'hexafluorure de soufre, pendant un certain temps, plusieurs ventilateurs installés dans la pièce de façon à avoir un mélange, une bonne uniformité du gaz. On arrête l'injection et on fait ensuite des mesures de concentration, pas en temps réel, mais à tous les 2 minutes, typiquement, dans la pièce, en fonction du temps. Pour l'unité étudiée, les valeurs obtenues de débit de soufflage fixées à 24 changements d'air par heure, unité contrôle, 18 changements d'air par heure. Et ces valeurs expérimentales ont été utilisées dans le code numérique. Au temps initial, t égale 0, on suppose que la concentration de notre gaz traceur pour l'unité étudiée est de l'ordre de 37 parties par milliard. Et ensuite, on détermine en fonction du temps la concentration moyenne du gaz dans la pièce. Donc, on voit une excellente concordance au niveau des résultats numériques et expérimentaux, ce qui nous donne un certain degré de confiance au niveau de nos modélisations numériques. Première série de résultats, l'âge moyen de l'air. L'âge moyen de l'air dans une pièce permet de déterminer en moyenne le temps nécessaire pour renouveler l'air d'une pièce. Donc, plus l'âge de l'air est faible, plus l'air vicié est extrait rapidement, plus l'air est renouvelé rapidement. Donc, on voit l'âge de l'air dans l'unité étudiée, l'unité contrôle, très comparable, légèrement inférieur pour l'unité contrôle. On observe une décroissance exponentielle de l'âge de l'air en fonction du débit de soufflage. Et on observe également que le fait de passer de 8 à 12 changements d'air influence de façon vraiment majeure l'âge de l'air dans la pièce, une diminution de près de 40 %. Mais à un certain point, 24, 30 changements d'air, les différences sont beaucoup plus faibles et on pourrait extrapoler en disant que si on fait 36, 40 et même 50 changements d'air par heure, les différences seront relativement faibles en termes de vitesse d'extraction des contaminants. L'indice cumulatif d'exposition. Bon, les pièces, encore une fois, sont, dans les modélisations, sont ventilées à des débits de ventilation identiques, même stratégie de ventilation. L'indice d'exposition permet de déterminer, lorsque le patient tousse 3 reprises, il y a une certaine masse de bioaérosol qui est libérée dans l'air. Quelle est la fraction de cette masse qui est inhalée par le personnel hospitalier? C'est ce que détermine l'indice cumulatif d'exposition. Et on voit que même si l'unité étudiée et l'unité contrôle sont ventilées selon le même principe, même nombre de changements d'air par heure, on observe des différences assez considérables entre les 2 cas. Par exemple, ici, à 8 changements d'air par heure par rapport
à l'unité contrôle, à 8 changements d'air par heure, on a une différence d'environ 2,5 fois de l'exposition. Et encore une fois, même observation que tout à l'heure, entre 24 et 30, les différences sont relativement faibles. Il y a peu de variations à des débits d'air très élevés. Une différence assez importante à 8, 12 et 18 changements d'air par heure au niveau de l'inhalation pour les deux unités. Un truc que je n'ai pas mentionné, c'est lorsque le patient tousse libère des aérosols, ces gouttelettes vont s'assécher rapidement, donner naissance à des noyaux de gouttelettes dont la taille est typiquement de l'ordre, selon la littérature, de 0,1 à 10 microns. Donc c'est petit, mais ces noyaux de gouttelettes n'ont pas une masse négligeable. Donc il y a un phénomène de déposition qui va être qu'on va observer. Dans la littérature, on mentionne que les micro-organismes qui se déposent sur une surface peuvent survivre entre quelques heures, de l'ordre de quelques semaines ou même des mois. Donc, ça constitue un risque de contamination non négligeable et la partie déposition paroi doit être considérée, c'est un volet très, très important dans l'étude. Donc, ce qu'on compare ici, c'est des particules bioaérosols, noyaux gouttelettes, de 5 microns, la déposition sur les surfaces dans les deux unités. On constate en fait que la déposition sur les surfaces verticales est quasiment nulle. Tout se dépose sur les surfaces horizontales, principalement au plancher et sur les tables de travail. Les cartographies sont également différentes. La distribution des dépositions n'est pas la même pour l'unité contrôle et l'unité étudiée. Ce qui est un peu problématique pour l'unité étudiée, on a une déposition très importante près de la porte et c'est là que le personnel hospitalier entre et sort de la pièce. Donc, c'est une porte qui est très utilisée. Même lors des interventions, on a constaté beaucoup de va-et-vient. Il y a une intervention qui se produit, la pièce doit être en pression différentielle négative, et là, la porte s'ouvre, une personne rentre, vient porter quelque chose, ressort. Donc, évidemment, ce qui perturbe tous les flux d'air et les différences de pression entre l'unité de bronchoscopie et les pièces adjacentes. Donc, la vidéo aussi présente les trajectoires suivies par l'écoulement lors de la toux. Première toux, à 1 minute. Donc, on voit que cette vitesse est suffisante. Les aérosols sont projetés au plafond directement, sont ensuite redirigés vers la porte. Et la grille d'extraction est située ici à gauche. 120 secondes, deuxième toux. Encore une fois, une projection directe au plafond. Le médecin est en plein dans le jet, exposé de façon assez importante au bioaérosol lors de la toux. On observe une dispersion générale dans toute la pièce. Il n'y a aucune zone qui est épargnée. Et finalement, 180 secondes, troisième toux. Ensuite, il y a une diminution progressive de la concentration. Ce qu'on observe, en fait, c'est qu'une fois que les aérosols ont touché le plafond, leur mouvement, leur déplacement, leur dispersion dans les pièces est régi presque entièrement par les mouvements d'air induits par le système de ventilation. Donc, oui, il y a une certaine inertie au niveau des noyaux de gouttelettes. C'est très faible. Ça suit vraiment les écoulements d'air et ça se disperse partout. Donc, le système de ventilation joue son rôle. C'est un principe de dilution. Donc, le principe de dilution, c'est qu'on mélange partout le plus efficacement possible. C'est ce qu'on observe ici. Et à ce compte-là, oui, le système est efficace. Deuxième unité, même type de résultat. Dans l'unité contrôle, on voit les entrées d'air, extraction d'air. Donc, encore une fois, 3 tours. Première minute, même phénomène. Éjection des bioaérosols au plafond directement. Le système de ventilation, ensuite, les mouvements d'air induits régissent le comportement des noyaux de gouttelettes dans l'air. Même chose, dispersion générale dans toute la pièce. Bon, peu importe où vous vous situez lors d'une intervention de bronchoscopie, c'est clair que vous serez exposé. Il n'y a aucune zone qui est épargnée dans ce scénario. Ensuite, il y a une diminution graduelle. La troisième tour est en 3 minutes. Bon, en 4 minutes, la concentration est moindre. 5 minutes. Et autour de 20 minutes, il n'y a presque plus rien dans la pièce. Donc, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette étude? Évidemment, je n'ai pas tout présenté. Les simulations numériques, nous avons environ peut-être 600 gigabytes de résultats. Donc, je vais vous présenter quelques éléments uniquement. Mais qu'est-ce qu'on peut en retenir? Peut-être l'élément le plus important, c'est qu'au niveau des règles de l'art, oui, c'est important, un débit de ventilation prescrit un certain nombre de changements d'air, mais à mon avis, il faut aller au-delà de cette simple prescription. Pour un nombre de changements d'air identiques, l'exposition à des bioaérosols, si on prend l'exemple des unités de bronchoscopie, peut varier considérablement selon la stratégie de ventilation, la géométrie de la pièce, la présence ou non de mobilier. En fait, lorsque l'étude a démarré, l'hôpital qui était
considérés avaient un système de ventilation différent de celui qui est présenté ici. Ils ont fait des modifications par la suite. Mais la situation initiale était catastrophique. La pièce était encombrée, présence de zones de recirculation. Le bronchoscope était nettoyé dans la même pièce où les interventions se faisaient directement. Pression différentielle négative qui était absente. Il n'y avait pas de différence de pression entre les différents éléments de la pièce. L'âge de l'air dans la salle étudiée est plus élevé. Donc, l'âge de l'air qui est un paramètre global. Par contre, et encore une fois, ça donne un peu la complexité, l'âge de l'air est plus élevé dans la salle étudiée, mais c'est la salle contrôle qui présente les indices d'inhalation les plus élevés. Actuellement, dans la salle contrôle, la position du patient, de l'infirmière et du médecin, c'est la position la plus défavorable possible. C'est l'endroit qui est ventilé en dernier. Donc, simplement un déplacement de la position du lit du patient, évidemment, l'infirmière et le médecin, permettrait d'améliorer considérablement, de réduire de façon notable les indices d'inhalation. Donc, c'est vraiment le pire endroit là, où actuellement le patient est installé dans l'unité contrôle. Dans tous les cas, l'indice cumulatif d'exposition montre que le médecin est plus exposé que l'infirmière, c'est que lors des interventions, le médecin se tient à la tête du patient parce qu'il veut visualiser les signes vitaux sur l'écran cristaux liquide. Donc, dès qu'il y a une toux, il est exposé directement dans le jet. Donc, forcément, il est plus exposé. Au niveau des dépositions, des variations considérables entre les deux pièces, encore une fois, peu importe le nombre de changements d'air. Il y a des différences assez importantes au niveau des dépôts. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, oui, initialement, la vitesse de la toux projette les aérosols au plafond de la pièce, mais par la suite, c'est leur mouvement, leur dispersion, vraiment régie par les mouvements d'air induits par le système de ventilation. L'inertie est somme toute négligeable. Même si c'est quand même un dépôt, un certain dépôt d'aérosol, mais ça reste quand même relativement faible au niveau de la taille des particules considérées, dans ce cas-ci, 5 microns. Et les deux systèmes accomplissent leur tâche. Ce sont des systèmes basés sur le principe de dilution. On observe une dispersion générale partout, quand même une bonne uniformité au niveau de la concentration de bioaérosols. Est-ce que c'est la façon la plus efficace d'éliminer ou de limiter l'exposition? Non, pas vraiment. Mais ils ont été conçus pour faire ça. Ça repose sur le principe de dilution. Donc, oui, les systèmes accomplissent leur tâche actuellement. Merci.